Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais cette vidéo sur l'homosexualité dans l'art se fera en deux parties. Ici, nous allons traiter une très grande partie qui commence à la Grèce antique et qui finit plus ou moins au XVIIIe siècle. Et avant de commencer, j'aimerais aussi rappeler que l'espace commentaire est un endroit plein d'amour et de paillettes et je vous demanderai de rester courtois et poli. Attaquons l'homosexualité à travers l'histoire de l'art. Petite parenthèse, avant toute chose, on va quand même faire un petit point étymologie. L'homosexualité a toujours existé, mais le terme homosexuel a été inventé en 1869. À savoir aussi que c'est en 1880 que le terme hétérosexuel a été inventé, soit 11 ans après homosexuel. C'est un sexologue du nom de Richard von Krafft-Ebing qui a écrit un livre assez important dans la psychologie, qui est une imposante encyclopédie des déviances sexuelles dans laquelle il a placé l'homosexualité. Et c'est ainsi qu'à la fin du 19e siècle, le terme homosexuel a une connotation clinique et médicale. À savoir aussi que les œuvres dont je vais parler seront pas ouvertement homosexuelles. On parlera plutôt d'homoérotisme. Simplement parce que ce n'est pas simple de savoir si une œuvre est clairement et ouvertement homosexuelle. L'homosexualité est un concept changeant qui évoque des sentiments, des émotions. Son sens varie en fonction des personnes, de l'époque ou même de la culture. Parce que l'homosexualité ne peut pas être réduite ou limitée au simple fait d'actes sexuels. Je vais donc majoritairement parler de relations homme-homme, parce que déjà les relations femme-femme, maintenant, l'invisibilité est quand même assez grande. Alors à l'époque de la Grèce antique, je vous raconte pas. Connu pour Socrate et sa philosophie, pour Hippocrate et la médecine ou Archimède et la physique, il faut savoir que ce que nous appelons homosexuels de nos jours était mais complètement prohibé à l'époque de la Grèce antique. Ce qui était autorisé et même encouragé et qui avait valeur d'institution, c'était le rapport entre un homme adulte et un adolescent. Et le schéma, c'est un homme d'âge mûr, 25-30 ans. Lui, c'est l'éraste, celui qui aime. Et vous avez un adolescent, 12-18 ans. Lui, c'est les romaines, l'objet d'amour. Donc c'était pas du tout l'homosexualité au sens moderne du terme, c'est-à-dire deux hommes qui s'aiment, love story, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pas du tout. Oui, parce qu'en fait, les homosexuels, eux aussi, peuvent avoir des enfants, en fait. Je sais pas si c'est rentré pour tout le monde, mais... Et du coup, cette relation entre l'éraste et les romaines, c'était la pédérastia. La pédérastie en français, et en traduction, l'amour des enfants. Les rapports entre les races et les romaines étaient ultra codifiés. C'était un apprentissage de la part de l'homme mûr pour l'adolescent, pour qu'à son tour il devienne un homme. Par exemple, pour les Grecs, ouvrez les guillemets, introduire son sperme dans le corps d'un garçon était un moyen de lui transmettre les vertus viriles. Fermez les guillemets. Oui, je vous vois arriver, ce n'est pas vraiment de l'homosexualité comme je l'avais dit, c'est même carrément plus de la pédophilie. Mais précisons quand même que les vertus viriles, ça se transmet pas du tout comme ça, et qu'en fait, comme ça, on transmet que des maladies ou des bébés. Et il existe aussi de très très rares existences et preuves du lesbianisme à cette époque, et c'est ce vasatique où vous pouvez voir une femme à genoux caresser le sexe de la femme debout. Avançons un petit peu dans le temps, pour nous retrouver dans la Rome antique. Changement total des mœurs, l'initiation sexuelle est terminée. La notion d'Éraste et des romaines, ça n'existe plus. La condamnation pour les rapports entre hommes à Rome, il y avait une petite nuance à savoir quand même. Les hommes de condition libre ne pouvaient pas faire du sexe entre eux. Cependant, les esclaves hommes et les prostituées hommes étaient à disposition. Donc encore une fois, on est dans le truc que la relation sentimentale elle est prohibée, mais par contre, tremper son zizi dans des cucus de temps en temps, là y a pas de problème. L'homosexualité comme nous on l'entend du coup avec un rapport sentimental en plus d'un rapport sexuel, elle était là. Et ça on le sait à travers des histoires qui ont été relatées, comme par exemple celle d'Auguste ou de Néron, ou l'histoire d'amour entre Adrien et Antinous. Et ils ont existé malgré le fait que la peine de mort par le feu pour condamner tout acte homosexuel masculin a été imposé pour la première fois par les empereurs Constantin et Constant. Mais qu'en est-il des lesbiennes encore une fois ? Le comportement lesbien, lui, c'est au Moyen-Âge, en 287 après Jésus-Christ, qu'il sera condamné. Et la peine de mort pour comportement homosexuel, autant homme que femme, perdurera dans le code civil jusqu'au XVIIIe siècle pour la grande majorité des pays occidentaux européens. Avançons dans la période suivante, le Moyen-Âge. C'est au cours du Moyen-Âge que les théologiens appliquèrent le terme sodomie. Et à l'époque, sodomite, ça voulait dire qui pratique un rapport anal avec un homme ou une femme, jusque-là on est d'accord, mais aussi la pénétration vaginale d'un animal.
Apparemment, il fallait le préciser, donc à l'époque, sodomite, c'était pas que pour le cul. Et bien sûr, sodomite vient de Sodome. Et ce terme était donc appliqué à tous ceux qui avaient des activités qui étaient considérées comme étant à l'encontre de la nature. Vous l'aurez compris, à l'époque, le problème n'était pas tant que ce soit deux hommes qui a un rapport sexuel. Avoir un rapport qui ne permet pas la procréation, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais du coup, les rapports buccaux aussi étaient interdits, la fellation, il n'y avait aucun intérêt, on fait pas des bébés par la bouche. Non, on fait pas des bébés par la bouche. L'homosexualité n'est jamais vraiment représentée durant le Moyen-Âge. L'art médiéval est à 99% que de l'art religieux. Du coup, pour eux, l'homosexualité est pire. La sodomie, c'était moralement innommable et visuellement inimaginable. Et les femmes ? Et les femmes. De tous les groupes minoritaires de la société médiévale, ce sont les femmes qui ont été le plus marginalisées et le plus invisibilisées. La culture médiévale était aussi très misogyne, autant que l'avait été la culture romaine. Du coup, l'activité lesbienne, c'était ignoré quoi. Parmi les très rares références de loin, 3/4 dans l'ombre, on pourrait dire que cette image de la visitation pourrait avoir un caractère homo-érotique. C'est Marie et Elisabeth qui sont physiquement enlacées, joue contre joue dans un moment de grande affection. Mais bon voilà, les lesbiennes au Moyen-Âge c'est ça quoi, donc c'est pas non plus notre safe for work quoi, c'est... Avançons encore un petit peu dans le temps, nous voici dans la Renaissance. Il y avait à Florence deux types d'homosexualité, l'une toute spirituelle et l'autre plutôt charnelle. Un amour courtois des garçons vs un amour sodomite. Je vais parler d'un peintre que vous connaissez tous, et vu le sujet, je pense que vous vous doutez de qui je vais parler. Léonard de Vinci évidemment. Voyons, on ne le présente plus, le génie universel des sciences et des arts, celui qui a peint la Joconde, tout ça. Mais saviez-vous aussi que beaucoup d'historiens pensent que Léonard était homosexuel? Déjà parce qu'il y a eu des traces écrites, on l'a accusé d'avoir eu des rapports sodomites avec des personnes. Faute de preuves, les plaintes avaient été retirées. Il existe une œuvre de Léonard de Vinci qui s'appelle L'allégorie du plaisir et de la peine. Je n'ai pas trouvé de visuel. J'ai cherché en français, en anglais, en italien. Donc si vous savez à quoi ressemble ce dessin, merci de le poster en commentaire parce que du coup je suis quand même assez curieuse. Donc il paraîtrait que l'allégorie du plaisir et de la peine serait une représentation de ces tourments sexuels. Nous allons donc croire sur parole ce que les gens ont pu dire. Ce dessin représenterait du coup l'union de deux corps masculins avec un vieillard devant, un plus jeune derrière, ce qui ramènerait à la notion d'éraste et d'éromaine et du coup aurait cette ambiguïté homosexuelle homo-érotique. Voilà. Cette ambiguïté, on la retrouve aussi dans Vieillard et jeune homme se faisant face. Où il y a encore, du coup, le concept éraste et romaine, ils se regardent. L'homosexualité de Léonard, elle est pas sûre, parce qu'en fait, en vrai, on n'en sait rien, mais il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur ses dessins, sur ses écrits, qui ont fouillé tout ce qu'on a pu recueillir de sa vie, pour savoir, du coup, si oui ou non il était pas gay. Beaucoup d'acharnement pour en détail, vous dirais-je, mais pourquoi pas. Le premier ouvrage à avoir été réalisé sur Léonard à travers le prisme de l'homosexualité, c'est un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, écrit par Freud, en 1910. Donc Freud, on le présente plus, le maître de la psycho, le maître des rêves et de la sexualité, dira qu'il était un homosexuel sublimé, a une fixation à la mère et un retard de développement du processus de l'Oedipe. Voilà. Merci beaucoup Freud pour cette intervention, c'était super. Mais continuons dans la Renaissance avec un deuxième artiste tout autant connu que Léonard, mais contrairement à Léonard, à travers les œuvres de Michel-Ange, on peut voir clairement ce désir homo-érotique. Vous le connaissez sûrement de nom, peut-être parce que c'est lui qui a peint la chapelle Sixtine. Vous savez, la chapelle Sixtine, là, le fameux touchage de doigts avec Dieu. Et nous, on va s'attarder sur sa sculpture de David, qui est devenue la représentation de l'idéal masculin de la Renaissance. Pour que vous voyez un peu plus ce côté homo-érotique, on va comparer le David de Michel-Ange avec le David de Donatello. La sexualité et le désir que dégage le David de Michel-Ange est telle que des prêtres ont décidé de censurer son sexe avec une feuille de vigne. Si la question des statues et de leurs zizi vous intéresse, Manon Bril a fait une vidéo qui vous explique tout sur les zizi. Si David ne vous a pas suffisamment convaincu, je pense que l'esclave mourant le fera. Pour moi, c'est évident que cette statue pue le sexe en fait. Esclave mourant, à d'autres, parce que moi, il a l'air plus d'être en mode coucou. Certains qualifient même cette statue d'exaltation allégorique de l'éros païen. Et les femmes ?
Comme les époques précédentes, les femmes c'est toujours pas trop dans la ligne de mire des gens. Même si on s'est retrouvé quelques traces comme avec cette gravure qui présente une femme avec sa servante qui ont l'air de faire peut-être des choses un petit peu olé olé. Ou comme cette peinture anonyme qui représente deux femmes dans un bar. Et à mon humble avis, celle de gauche vient juste de dire 10 camions à celle de droite. Pour eux, le comportement lesbien c'était genre inimaginable. Parce que pour les hommes, c'était inconcevable qu'ils puissent avoir un rapport sexuel sans phallus. Et du coup, c'était aussi simple que ça. Pour les hommes, c'était impensable et inimaginable que le zizi suprême puisse ne pas exister dans un rapport sexuel. Et dans cette dernière partie, nous allons quitter l'Europe pour aller voir l'homosexualité dans l'art, certes, mais en Orient et en Asie. Parce que bien évidemment, l'homosexualité et le désir homoérotique ne s'est pas limité à l'Europe. Il n'y avait pas une barrière comme ça où les gens ils pouvaient pas quoi. Commençons donc ce petit voyage avec la Chine. Faut savoir déjà que l'homosexualité est représentée en Chine depuis l'âge de bronze. Et genre l'âge de bronze c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. La culture érotique s'était développée avec splendeur, l'homosexualité avait sa place à l'intérieur et il n'y avait aucun problème. C'était courant, peu importe la classe ou la profession. Sous la dynastie des Song, des lois furent promulguées pour tenter d'interdire la prostitution masculine. De la même manière que pour l'Europe avec le catholicisme, l'acte sexuel était là pour procréer. C'était la même chose en Chine, sauf que c'était le taoïsme. Et le fait que la procréation ne fonctionne pas dans un rapport homosexuel, ça posait problème. Mais vu que c'était pas un problème pour eux, du coup ils ont mis un consensus sur la bisexualité. Sous la dynastie des Qing, les lois devinrent un peu plus fermes, mais malgré tout très faiblement appliquées. Mais c'est avec l'influence occidentale que finalement la Chine passa d'une société assez ouverte à l'homosexualité ou à l'homoérotisme et à la bisexualité et tout ça, à une société relativement très hostile par rapport à ça. Et les femmes, pour ce qui est des lesbiennes, la grande majorité des œuvres qui représentaient deux femmes ensemble, c'était fait par des hommes et pour des hommes. Pour ce qui est du Japon, l'histoire de l'homosexualité est vachement liée à celle de la Chine. Eux aussi acceptaient la bisexualité et les relations entre hommes, même si l'activité sexuelle au Japon était réglée par des codes assez stricts. Par exemple, c'est l'âge et le statut qui déterminaient qui allait être passif ou actif, respectivement les jeunes et les vieux. Pour ce qui est de la différence de la représentation entre le Japon et la Chine, par exemple, c'est au Japon, les sexes sont démesurément plus grands. Où sont les femmes ? Encore une fois, peu d'intérêt pour la sexualité féminine. Et de la même manière que la Chine, c'est les idées de l'Occident qui se propagent à travers le pays qui font que à la fin l'homosexualité c'est plus trop toléré quoi. Quittons l'Asie pour l'Orient et allons en Perse au 8e siècle. La Perse à ce moment-là était réputée pour son habitude de la pédérastie et pour son rapport de séduction entre hommes. Les quelques œuvres d'art qui restent de l'Orient proviennent de la dynastie des Safavides. Malheureusement, une très grande partie des œuvres d'art à caractère homoérotique provenant du monde arabe ont été détruites au fur et à mesure des siècles par des vagues de puritanisme et d'iconoclasme. Dans la plupart des cultures orientales de cette époque, c'est pas tant l'homosexualité qui pose problème, mais son degré de visibilité. En Perse et en Turquie ottomane, par exemple, les hommes pratiquaient souvent des activités entre hommes, mais dans la plus grande discrétion. C'est ici que s'achève la première partie de l'homosexualité à travers l'histoire de l'art. Je reviens très vite avec la deuxième partie qui du coup sera plus ou moins un peu avant l'art moderne et jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'étais genre mais au taquet. Et voilà, comme d'hab, likez, partagez, abonnez-vous, diffusez l'amour et les paillettes autour de vous. Soyez gentils dans les commentaires, ça c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine.